Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui tient compte des intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, un projet de loi sur l'agisme à la Chambre des communes. On manque de personnel dans les nouvelles maisons pour les aînés. Un fraudeur qui paye cher son délit. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Dan et Dominique Delbast. Bonjour vous deux. Salut Alain. Bonjour. Nos députés, nos vaillants députés à la Chambre des communes, pendant qu'on se demande est-ce que M. Trudeau va être là encore longtemps, on ne sait pas, mais les députés au moins sont actifs. Oui, et on a des députés du Bloc québécois qui s'occupent particulièrement des aînés et ils travaillent beaucoup sur la loi 319. Alors j'ai une petite entrevue avec la députée Andréane Larouche du Bloc québécois, qui est aussi ma députée d'ailleurs, qui travaille fort pour l'égalité des aînés au niveau des pensions fédérales. Madame Larouche, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Vous portez à bout de bras le projet de loi 319 qui est supposé faire l'égalité chez les aînés en termes de pension de vieillesse. Alors comment ça se présente et comment vous envisagez l'avenir pour ce projet de loi-là? Mais en fait, comment ça se présente jusqu'à maintenant? Clairement, on a réussi à avoir, dans ma tournée, en tout cas sur le terrain, c'est unanime. Les gens, et même des gens de tous les âges, en fait, tout le monde reconnaît, ou en tout cas du moins beaucoup de gens, il y a toujours quelques personnes qui posent des questions, mais vraiment la plus grande majorité des gens reconnaissent qu'il y a eu une égalité, une inéquité inacceptable qui a été créée entre les gens qui reçoivent la pension de 65 à 74 ans et ceux de 75 ans et plus qui ont eu le 10% de plus. Alors, qui l'a créé, cette inégalité? Ben, en fait, c'est le gouvernement libéral et ça fait longtemps que moi, ça me préoccupe. Moi, j'étais en campagne en 2019 et déjà, j'avais eu vent et les libéraux parlaient déjà d'éventuellement arriver avec une augmentation de la sécurité de la vieillesse pour les gens de 75 ans et plus. Moi, déjà dans ma campagne, en discutant avec mes collègues du Bloc, on se disait non, la pension, c'est à partir de 65 ans. Il y a d'autres outils pour aider les aînés qui ont plus de difficultés. On pense à des crédits d'impôt, on pense au supplément de revenus garanti, quand on parle d'enjeux qui relèvent du fédéral, bien sûr. Mais la pension de la sécurité de la vieillesse, ça devrait être le même montant de base pour tout le monde. À partir de 65 ans, c'est l'outil, le programme universel pour la retraite, la portion imposable aussi, il faut pas l'oublier. Hein? Oui. Donc, alors les quelques personnes qui me disent oui, mais il y en a qui en ont pas besoin. Oui, mais le problème, c'est que c'est un programme universel. C'est le même montant qui doit être donné à tout le monde. C'est le programme universel. Ceux qui en ont le moins besoin vont juste payer d'une certaine façon en impôts. Donc, c'est vraiment le programme universel donné pour tout le monde. C'est pas normal que ceux de 65 à 74 ans, depuis finalement, il y a 2 ans qu'il y a eu une augmentation, donc à l'été 2022. Et là, ça fait 2 ans cet été, et ceux de 65 à 74 ans n'ont pas eu de hausse de leur montant de base de la sécurité de la vieillesse. Ouais. C'est inacceptable, c'est injuste. On fait piètre figure, d'ailleurs, au Canada en termes de... on fait vraiment piètre figure en termes de revenus de retraite. On est autour du 20e rang au niveau de l'OCDE. On pourrait faire beaucoup mieux, mais commençons par donner le même montant de base à tout le monde. Ça est crucial. Donc, voilà. Alors, comment envisagez-vous de faire passer cette loi avant qu'il y ait peut-être un démembrement de la Chambre ou la chute du gouvernement Trudeau? Ben en fait, pour le moment, c'est vraiment de lui montrer qu'il est isolé. Et quand je dis isolé, il y a même des propres députés au sein des libéraux qui ont voté pour le projet de loi en comité. Parce qu'en Chambre, il y a eu un vote majoritaire, donc l'ensemble des partis d'opposition. J'ai réussi dès le départ à avoir l'appui du NPD, des Verts, à travailler ma collègue aussi conservatrice avec des discussions auprès d'elle. Donc, la majorité ont voté pour le projet de loi en deuxième lecture, ce qui lui a permis d'aller en comité humain. Mais ce qui est particulier, ce qui s'est passé au comité des ressources humaines, c'est qu'il y a même eu un vote unanime. Donc, après ma comparution au comité humain, parce que j'ai été bombardée de questions pendant plus d'1 heure, suite au travail exceptionnel des témoins et de ma collègue Louise Chabot aussi du Bloc, qui est qui est la coprésidente, donc une des coprésidentes du comité humain, ben il y a eu un rapport unanime. Ça, c'est pas rien. Et plus que ça, même le président m'a fait la fleur. Normalement, il aurait dû le déposer lui-même en chambre en tant que président.
mais il m'a laissé déposer ce rapport-là le printemps dernier en reconnaissance du travail que l'on faisait. Alors maintenant, on sait que donc on sait qu'il faut convaincre, c'est le gouvernement de donner sa recommandation royale. C'est une formalité. Il faut qu'il inscrive au feuilleton que si jamais le projet de loi arrive en 3e lecture et au Sénat, mais qu'il va sortir les sous du budget, il va le budgéter. Mais ça prend un écrit au feuilleton, c'est technique. Mais pour que le projet de loi continue cet automne vers la 3e lecture, parce que là, on est à l'étape du rapport, il y aura un vote, on a une chance de le gagner majoritaire encore en Chambre. Mais après ça, s'il n'y a pas la recommandation royale du gouvernement, mais le projet de loi tombe. Alors, c'est crucial. Alors, on fait pression de toutes les façons que l'on peut. Ça fait 2 étés que je fais des tournées à travers le Québec. On a une pétition qui roule en ce moment aussi. J'invite les gens à aller la signer en ligne, ou il y a même une copie papier, à la limite appelez au bureau ici à Granby, puis on vous fournira des copies papier. C'est jusqu'au 3 octobre, donc dans les jours précédents, on va recueillir toutes ces pétitions-là. Il y a des lettres d'appui que les organismes peuvent signer, donc on cumule les lettres d'appui, on a un modèle qu'on fournit aux organismes. Ils mettent leur nom, l'organisme qui reconnaît qu'en tant qu'organisme qui travaille auprès des aînés, ou même plus large, des centres d'action bénévole, qui ce ne sont pas que des aînés. Mais bref, tout organisme communautaire en lien ou de près ou de loin avec des aînés peuvent reconnaître que c'est un besoin. Alors, dans vos rêves les plus fous, quand est-ce que ça pourrait venir en vigueur? Ben, c'est sûr que l'on parle, une chose est certaine, c'est qu'on est tout dépendant de ce qui arrive avec le gouvernement, parce qu'on est en situation minoritaire, tout peut arriver, mais on est encore dans des délais qui pourraient permettre au projet de loi d'être en application, mais c'est sûr qu'il faut aussi non seulement donner la recommandation royale, mais il faut aussi le temps commence à filer, il faut aussi qu'on accélère le processus. Cet automne, je sais qu'il va y avoir le vote à l'étape du rapport, il va y avoir la dernière heure de débat à l'étape du rapport, et après, s'il y a recommandation royale, advenant comme c'est un projet de loi simple, il y a possibilité de le faire passer. C'est simple, c'est 10% pour ceux qui reçoivent la pension des 65 ans. On veut que tout le monde ait le même montant. Mais il y a aussi un autre aspect intéressant. L'autre aspect, puis ça aussi, ça fait pas mal unanimité, de faire passer de 5 000 à 6 500 des gains qu'un aîné peut faire sans être coupé, pénalisé sur son supplément de revenu garanti. On l'oublie, mais c'est le 2e volet du projet de loi, mais c'est un projet de loi qui est simple. Il tient pas sur beaucoup de pages. Alors, il y a possibilité, comme il n'est pas compliqué, comme il y a eu unanimité en comité, que le projet de loi puisse être en vigueur dans les prochains mois. Alors, on vous souhaite que ça passe rapidement. On vous félicite pour votre travail et je dois vous dire que tous les aînés sont avec vous. Et merci beaucoup. Plaisir. On lâchera pas, en tout cas. Merci, madame. Merci. Alors, voilà. On va souhaiter bonne chance à madame Laroche et au Bloc québécois. Et on va souhaiter que cette loi 319 passe avant que M. Trudeau ne soit défait. Oui, parce que auquel cas on s'en ira en élection générale, et là, il n'y aura plus d'action, mais beaucoup de promesses. On le sait. C'est disons, une habitude comme ça, c'est un tic historique. On fait des promesses. Alors, écoutez, prenons un registre complètement différent, et la question des fraudes. On en a parlé à l'émission, on en parle encore, et on va en parler encore, parce que ça devient vraiment épidémique, et surtout que les fraudeurs deviennent de plus en plus subtils, utilisent l'intelligence artificielle, donc il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence naturelle. Alors, écoutez ça. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse a eu gain de cause devant un tribunal. Un escroc reconnu coupable d'exploitation financière devra payer 146 000 $ à sa victime. Une personne de 82 ans qui a des problèmes cognitifs. Après un certain temps, la victime s'était rendue compte qu'il y avait eu 32 retraits dans son compte bancaire. Ces retraits avaient été l'œuvre de Baron Gordon, un soi-disant neveu. On voit le genre. Alors, vous êtes témoin ou victime d'un abus, d'une fraude, téléphonez à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au 1-800-361-6477. Alors, à partir de désormais, maintenant, qu'on le sache, les abuseurs, les fraudeurs ne gagnent pas toujours de l'argent facile. Ils peuvent en payer. Moi, Daniel, maintenant, vous jouez. Au casino? Non, pas du tout. Non. Au casino. Quand je joue de spectacle. Ouais. Ouais. Quand Je suis passionné de spectacle. Oui? Oui. Et vous êtes passionné de jeux de société?
Oui, ben, je veux dire, j'aime mieux être active là, avec des sports, la danse et tout ça. Mais c'est sûr que quand on est un groupe d'amis, qu'on a pris un bon souper, tout ça, faire un petit jeu de société, là, après, ça fait très plaisant. Oui. Bon, essayez de me convaincre. Oui. Je suis sceptique, là. Mais mes jeux que j'aime, moi, c'est des jeux qu'on a du plaisir. Tu sais, Monopoly, je peux comprendre ceux qui aiment ça, mais c'est trop long. Moi, je m'endors avec un jeu comme ça. Alors, il me faut des jeux actifs. Moi, je me ruine. Pardon? Moi, je me ruine. Ah, c'est une option aussi. Donc, moi, j'aime les jeux amusants, qui sont drôles. Puis, surtout quand on a pris un petit verre un peu là, pendant le souper, là, on ne fait pas des jeux trop sérieux non plus. Là. Tu sais, on est là pour s'amuser tout le monde ensemble. Donc, il faut des jeux amusants. Oui. Alors, on vous écoute. Oui. Donc, j'ai amené 2 jeux. Ça fait 3 jeux. Puis, les jeux que j'ai apportés, c'est des jeux, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de Tic Tac Boom. C'est un jeu là, avec une bombe et ça fait la bombe dans une soirée aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, c'est un jeu, là, un jeu social. On peut être plusieurs à la table, on peut être 2, 3, 5, 10. Le nombre de joueurs n'est pas là, bloqué. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis, ça s'appelle Boom parce qu'il y a une bombe à l'intérieur. Donc, vous voulez essayer? Oui. Pourquoi pas. Alors, donc, si disons, je me trouve à ouvrir la boîte, là, ça c'est le jeu pour enfants que j'ai pris. Mais pour adultes, il est pratiquement semblable. T'sais. Donc, si disons, on prend une carte, puis, exemple, on nous demande à la carte, ça peut être des cartes par rapport à différents lieux, différents sujets. Si disons, je prends l'exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un parc? Là, je me trouve à peser sur le piton ici, qui démarre la bombe. Et quand la bombe est terminée, puis que celui qui a la bombe dans les mains, c'est lui qui perd. Donc, est-ce qu'on joue? On joue. Dans le fond, il faut passer vite. Là. Donc, vous voulez commencer? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un parc? Des bancs. Des quoi? Des bancs. Oui. Des arbres. Balançoires. Des vendeurs de drogue. Des pigeons. Des fleurs. Des écureuils. Une poubelle. Des balançoires. Des pique-niques. Une fontaine. Du sable. Des écureuils. Oh, ça a été dit. Ah. Non, C'est pas bon, il faut t'en trouver un autre. Ah, et là, la bombe vient d'éclater. Voilà. Donc, on est gagnant! Allez, on a gagné! Oui, mais ça me réconcilie avec la bombe. Donc, celui qui garderait la carte, donc celui qui a le plus de cartes à la fin, c'est lui qui perd. Celui qui perd. Donc, d'accord. c'est ça. Non, mais c'est très amusant parce que des fois, il y en a qui donnent, des fois avec un petit verre de vin, il y en a qui donnent des réponses un peu loufoques. Donc, des fois, ça peut être vraiment drôle. Puis il y en a qui paniquent quand ils ont la bombe dans les mains. Donc, c'est vraiment amusant. Tout ce qu'on peut trouver dans un parc. C'est stimulant. Ça peut être qu'est-ce qu'on peut trouver dans une école, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une maison. Il y a toutes sortes de cartes ici là, qui posent différentes questions. D'accord. Oui. Ça, c'est le jeu pour enfants. Le jeu pour adultes, il y a toutes sortes de cartes ici là, qui posent différentes questions. D'accord. Oui. C'est bien. Ça, c'est le jeu pour enfants. Le jeu pour adultes est pratiquement semblable, avec un pointage de points un peu différent. On change de sujet et on s'en va maintenant dans les résidences, pas les résidences uniquement, mais les maisons spécialement pour aînés. Celles-ci ont été construites, c'est une promesse du gouvernement du Québec, de la CAQ à l'époque. Il y en a plusieurs qui sont ouvertes et elles ne sont habitées qu'à 76% de leur capacité parce qu'il manque de main-d'œuvre. Donc, j'ai fait une entrevue avec Paul-René Roy, qui est le président de l'AQRP, l'Association québécoise des retraités de la fonction publique et parapublique, qui m'a dit que les maisons des aînés, c'était peut-être pas la meilleure formule, il faudrait plutôt penser à d'autres choses. Alors, on l'écoute. Bonjour, Monsieur Roy. Dites-moi, votre association pense que les maisons pour les aînés, c'est pas la meilleure idée pour cette clientèle-là. Quel est votre point de vue? Ben nous, on pense qu'avec ce que ça coûte présentement pour ouvrir ces maisons-là, et avec le taux d'occupation qui est à peu près de l'ordre de 75%, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, dont notamment la pénurie de main-d'œuvre, on pense que le gouvernement devrait réorienter son action vers les mesures de maintien à domicile.
c'est-à-dire d'accroître de façon significative les budgets qui sont consacrés pour les mesures de maintien à domicile. On voudrait que ça passe de toute façon de l'ordre de 11% à 40%. Multiplié par 4, dans le fond, les sommes qui sont allouées présentement, ce qui fait en sorte qu'au lieu de se retrouver avec seulement 11,7 millions d'heures qui seraient consacrées aux soins à domicile, il y en aurait 90 millions d'heures qui seraient consacrées. Donc, on pense, nous, que c'est vers ce secteur d'activité-là que le gouvernement devrait se réorienter. On est conscient que ça va toujours en prendre une certaine proportion de la population qui va aller dans ce type de résidence-là, CHSLD ou Maison des aînés, mais c'est une infime partie de la population qui a accès effectivement à ces institutions-là. C'est pour ça qu'on pense qu'on devrait véritablement orienter l'action vers les mesures de soutien à domicile. Mais encore là, à domicile, la pénurie de main-d'œuvre serait toujours un obstacle sérieux, pensez-vous pas? La pénurie de main-d'œuvre peut être un obstacle. Il y a différentes façons de pallier à ça. On parle beaucoup d'immigration, mais on parle beaucoup aussi de faire revenir sur le marché du travail des personnes expérimentées qui ont pris leur retraite en leur donnant des mesures appropriées pour faire en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés s'ils reviennent sur le marché du travail. Alors, il y a une panoplie de mesures qui pourraient être mises en place, des mesures fiscales, entre autres, pour faire en sorte qu'on soit capable de lutter d'une certaine façon contre la pénurie de main-d'œuvre. Quand vous parlez de mesures fiscales, là, vous parlez pour aider les proches aidants? C'est pas juste pour aider les proches aidants, c'est pour aider les personnes qui veulent retourner sur le marché du travail après avoir pris leur retraite. OK? Ces gens-là ne veulent pas nécessairement travailler à temps plein. Ils veulent socialiser, donc rencontrer du monde. Puis il y en a aussi parce qu'ils ont des besoins financiers. Et retourner sur le marché du travail, si ça vous pénalise sur le plan financier, c'est loin d'être intéressant. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de mesures fiscales pour faire en sorte que quand les gens retournent sur le marché du travail après avoir pris leur retraite, que ne soit pas hypothéquée leur rente de retraite parce qu'ils retournent sur le marché du travail. Dites-moi, si vous étiez là, demain matin, vous êtes nommé ministre responsable des aînés, qu'est-ce que vous feriez comme premier geste? Ben, le premier geste que je ferais, ce serait de convaincre mon gouvernement d'investir massivement dans les mesures de maintien à domicile. C'est véritablement la première chose que je ferais. Puis je demanderais probablement à mon gouvernement de non seulement me nommer ministre responsable des aînés, mais de me donner un vrai ministère avec les ressources appropriées pour que je puisse contrôler les mesures de mise en place. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Alors oui, les soins à domicile, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est une question de volonté politique et de moyens financiers. À suivre, il y aura bientôt des élections au Québec, je vous signale, dans probablement un peu plus qu'un an. On change de sujet et on s'en va dans un autre domaine, celui dont on a déjà beaucoup entendu parler et dont on ne parle presque plus, la COVID. Oh. Dominique? C'est vrai qu'on ne parle plus de la COVID et pourtant il y en a partout autour de nous. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez des tas de gens dans votre entourage qui ont été touchés par la COVID et il y en a beaucoup même qui ont la COVID longue. Alors, souvenez-vous de ces conférences de presse, spectacles qu'on avait à Arruda, Dubé, Legault qui venaient nous faire l'étalage des cas de COVID. Il y avait des morts à tel endroit, il y avait tant de cas à tel endroit, on avait des cartes, on avait des D1, et ça c'était tous les jours, c'était la grand-messe de la COVID. Bah, tout a changé. La COVID n'existe plus. Il n'y a plus de masques dans les hôpitaux, on n'en parle plus du tout. Et savez-vous, il n'y a même plus de kit de détection de la COVID chez les pharmaciens. Il y en a, mais ils coûtent $20 pour 4 tests. Alors, la COVID n'existe plus. Les patrons n'acceptent plus que les employés prennent des congés pour la COVID. C'est pas vrai, vous n'avez pas la COVID. Et pourtant, il y en a partout autour de nous. Alors, si on regarde encore les statistiques aujourd'hui, eh bien, on a encore à peu près une quarantaine de morts par semaine pour une vingtaine de milliers de cas de COVID par semaine. Donc, c'est encore
beaucoup plus important qu'on pense, mais il y a comme un espèce de déni de Covid, ça n'existe plus, on est passé à d'autres choses sûrement, et en consultant les statistiques de Santé Canada, j'étais assez surpris parce qu'on nous donne les statistiques de la Covid selon les hommes et selon les femmes, c'est normal, mais ils ont attaché une troisième catégorie qui s'appelle les autres. Alors, sur les graphiques, on a le nombre de Covid hommes, le nombre de Covid femmes et le nombre d'autres. Alors, qui sont les autres? Si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner. Je l'ai demandé et je ne l'ai pas eu. Si vous savez s'il y a un autre genre qui serait survenu récemment et qu'on a complètement oublié de nous en prévenir, ce qui est fort possible, alors donc on a un grand nombre d'autres aussi qui ont la Covid. Alors, entre parenthèses, M. Fitzgibbon nous a quittés. M. Dubé, il se fait très très rare en ce moment et on ne voit plus beaucoup. On n'entend pas non plus parler de la nouvelle agence de santé. On n'entend pas beaucoup parler des heures et des jours d'attente dans les urgences. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors il y a peut-être des dénis partout, mais pour l'instant, je vous l'affirme, la Covid n'existe plus. Ce fut pendant assez longtemps une crise intense. Oui, Aiguë. oui. Maintenant, ça s'est transformé en crise larvée. Donc, c'est moins de la grosse nouvelle. On s'est habitué et les gens ne prennent plus leurs précautions. Quand est-ce que vous voyez dans les transports en commun quelqu'un qui a un masque, c'est rare. Quand est-ce que vous... Même dans les hôpitaux, on n'oblige plus. On n'oblige plus les gens à mettre... il y a un endroit où on peut attraper quelque chose, c'est bien dans un hôpital. Donc, bon, c'est un peu comme ça. Alors, M. Dubé, où êtes-vous? Mais M. Dubé, qu'on ne le voit pas, c'est une bonne chose. Oui. Non, c'est pas de l'ironie, je ne fais pas de l'ironie. Le fait qu'il ne soit plus sur la sellette, le fait qu'on n'entend pas parler de l'agence, c'est une excellente chose. Ça veut dire que ces gens-là travaillent. Ils vont faire quoi? On verra les résultats un peu plus tard. Mais ils ne sont pas obligés de donner une conférence de presse tous les jours parce qu'ils sont en train de réorganiser le système de santé qu'il en avait grand besoin. Je suis fier de votre optimisme. Alors. Je suis très très fier de votre optimisme. Et j'espère que vous allez... vous avez noté, je suis optimiste, il est pessimiste et Daniel est sceptique. Alors, c'est trio parfait. Trio parfait. On fait un balancement. Sur un autre sujet maintenant. Dites-moi, Daniel, quand vous allez au restaurant, Oui, vous laissez un pourboire. bien sûr. Quel pourcentage? Ça dépend du service qu'on a. Ouais. Il y en a qui ne sourient pas, ils sont pas avenants, on a l'air à les déranger. C'est sûr que c'est pas pareil si quelqu'un est avenant, souriant, puis bien serviable. Pas pareil. D'accord. Oui. Mais vous ne m'avez pas dit combien? Quel C'est pourcentage? supposé d'être 15 %, alors j'essaie Ouais. de donner 15 %. OK, quand c'est Oui, bon. oui. Excellent. Mais des fois, on va sur la petite machine, là, 25, 30 %. Oh là là, Ouais. ça dépend. C'est un petit peu... Pensez-y On bien. est en là des fois. Un peu beaucoup. Oui. Dominique, là-dessus, ça s'améliore, par exemple. Il faut donner un bon point au gouvernement. Ce serait une bonne nouvelle, ça, là, c'est que le gouvernement s'apprête à légiférer dans certains domaines de la consommation, et notamment sur les pourboires qui sont si irritants. Et je connais des gens qui vont même plus au restaurant parce qu'ils sont tannés de se faire écœurer au moment du pourboire. Et on se fait mentir aussi parce qu'ils nous disent que c'est les cartes de crédit qui fixent les pourboires. Ce n'est pas vrai, ce sont les restaurateurs qui fixent les pourboires. Et la programmation de la machine. La programmation de la machine. La programmation du terminal. C'est ça, la programmation du terminal. Ce sont les commerçants qui le fixent et non pas les compagnies de crédit. Alors donc, le gouvernement va légiférer là-dessus et sur d'autres sujets de consommation sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Mais le pourboire, ça va enlever un irritant, surtout chez les aînés, parce que c'est toujours plate de se faire mettre une machine dans la face et puis de se faire regarder par la serveuse qui, quelques minutes avant, était très gentille, et puis tout d'un coup, si on met un pourboire qui ne lui convient pas, devient tout à fait désagréable. Alors, c'est un irritant
qu'on remercie le gouvernement de nous enlever. Il va nous enlever aussi d'autres éditants dont nous parlerons plus tard, normalement au niveau de l'affichage des prix. Ça aussi, c'est un trompe-l'œil que les commerçants, dont les commerçants se servent beaucoup. Alors, c'est un bon point pour le gouvernement. Je voudrais juste vous rappeler, avant de passer la parole à mon ami Alain, que Weston, c'est une très grosse compagnie qui fait du pain. Weston et Loblaws, qui est une grande chaîne, ont été non pas condamnés parce qu'ils se sont entendus avant, à verser 500 millions de dollars de dédommagement aux consommateurs parce qu'ils avaient fixé les prix dans le domaine du pain. 500 millions de dollars, c'est beaucoup, on n'en a pas tellement entendu parler. Alors, que va-t-il se passer quand on va enquêter sur la fixation des prix sur le lait, les œufs, les nouilles, le poulet, on ne sait pas. Mais ils ont quand même fait 500 millions de profits. En fait, c'est un vol de 500 millions aux dépens du consommateur. Et il va y avoir des législations là-dessus. Alors, le gouvernement gouverne. Oui. J'ai raison d'être optimiste. Oui, mais tout à fait. Il faut donner à César ce qui revient à César, mon cher. Allons-y pour César. Oui. Alors voilà qu'on termine avec, c'est ça une pensée romaine, César. On termine l'émission. Alors merci tout le monde, merci de votre attention. Faites circuler l'enregistrement de cette émission. Et surtout, d'ici la semaine prochaine, pensez à la vie. Au revoir.